Dans les ombres glaciales de l'automne 1983, dans la petite ville industrielle de Saint-Lucien, nichée au cœur de la campagne normande, une découverte bouleversa tout ce que les autorités locales pensaient savoir sur la frontière entre la science et l'intuition, entre la pensée rationnelle et l'inexplicable. L'inspecteur Jean-Paul Dubois, un policier chevronné avec 23 ans d'expérience, commença à documenter des affaires qui le laisseraient perplexe jusqu'à la fin de ses jours. Dans un commissariat habitué à gérer les délits mineurs typiques des communautés rurales, petits vols, bagarres de bistrot et troubles domestiques occasionnels, un phénomène extraordinaire se manifesta à travers un garçon de 12 ans nommé Lucas Martin. Ce garçon, fils d'une couturière locale et d'un ouvrier d'une usine textile, développa une capacité qui défiait toute explication scientifique de l'époque. Lorsqu'il touchait des objets liés à des crimes, Lucas voyait des visions détaillées des événements, comme s'il regardait un film des circonstances exactes dans lesquelles ces objets avaient été utilisés ou avaient été témoins de moments criminels. Les registres méticuleux tenus par l'inspecteur, écrits à la main dans des carnets dont l'encre bleue est encore préservée après des décennies, décrivent des révélations qui résolurent des affaires apparemment insolubles par les méthodes d'investigation conventionnelles de l'époque. Saint-Lucien, en 1983, était une ville en transition, oscillant entre les traditions rurales de la Normandie et le développement industriel qui commençait à transformer la région. Avec une population d'environ 15 000 habitants, la ville avait connu une croissance significative grâce à l'installation d'une usine textile attirant des travailleurs de diverses parties de la région. C'était un endroit où tout le monde se connaissait, où les crimes graves étaient rares et où la vie suivait un rythme prévisible, marqué par les quarts de travail à l'usine et les cycles agricoles des fermes environnantes. L'inspecteur Jean-Paul Dubois avait été muté à Saint-Lucien après une carrière réussie à Rouen, apportant avec lui des méthodes d'investigation modernes qui contrastaient avec l'approche informelle caractéristique de la police locale. À 45 ans, avec une moustache soigneusement taillée commençant à grisonner et des yeux marrons reflétant des décennies d'expérience, Dubois avait étudié la criminologie dans la capitale régionale et s'était toujours enorgueilli de son approche scientifique et rationnelle. Sa réputation reposait sur une collecte méticuleuse des preuves, des interrogatoires stratégiques et une compréhension approfondie de la psychologie criminelle, lui permettant de démêler les motifs des crimes les plus complexes. Au cours de ses premiers mois à Saint-Lucien, Dubois mit en place de nouvelles procédures pour la documentation des preuves, établit des protocoles plus rigoureux pour les interrogatoires et forma les officiers locaux aux techniques modernes d'investigation. Il était convaincu que tout crime pouvait être résolu par l'application systématique de la logique, une observation attentive et une analyse rationnelle des preuves disponibles. Cette conviction fut profondément mise à l'épreuve lorsqu'il rencontra Lucas Martin, un garçon dont la simple présence remit en question tout ce qu'il pensait savoir sur les limites de l'investigation criminelle. Lucas Martin était un garçon d'apparence tout à fait ordinaire. Fils de Madame Claire Martin, une couturière travaillant pour les familles aisées de la ville, et de Monsieur André Martin, un ouvrier d'usine dévoué, Lucas vivait dans une maison modeste dans un quartier ouvrier, où la plupart des familles faisaient face à des défis économiques similaires. Élève moyen à l'école locale, ni particulièrement brillant ni turbulent, il passait ses après-midi à aider sa mère avec des tâches ménagères ou à jouer avec les enfants du quartier. Physiquement, Lucas était de taille moyenne pour son âge, avec des cheveux bruns légèrement ébouriffés et des yeux marrons d'une expressivité inhabituelle pour un enfant si jeune. Ce qui distinguait Lucas des autres enfants n'était pas immédiatement évident, mais ceux qui vivaient avec lui au quotidien avaient remarqué des particularités dans son comportement, suggérant une sensibilité inhabituelle à son environnement. Madame Claire racontait souvent aux voisins que Lucas semblait parfois savoir des choses qu'il n'aurait pas dû, comme lorsqu'une personne était triste ou inquiète, avant qu'elle ne l'exprime verbalement. Plus intrigante encore, Lucas montrait parfois une réticence inexplicable à toucher certains objets ou à visiter certains lieux, comme s'il ressentait quelque chose de troublant qu'il ne pouvait pas clairement exprimer. Pendant son enfance, ces manifestations avaient été interprétées par la famille comme une simple sensibilité émotionnelle ou une imagination active typique des enfants. Mais à mesure qu'il grandissait, ces épisodes devenaient plus précis et troublants, surtout lorsqu'ils étaient liés à des conflits ou des événements traumatiques dans la communauté. La première rencontre entre l'inspecteur Dubois et Lucas Martin eut lieu par un après-midi pluvieux de mars 1983, lors de l'enquête sur un cambriolage qui avait perturbé la routine tranquille de la ville. La famille Lefebvre, propriétaire d'une petite quincaillerie en centre-ville, avait été cambriolée la nuit précédente et une somme d'argent importante ainsi que plusieurs outils de valeur avaient été volés. L'affaire était particulièrement déroutante, car il n'y avait aucun signe d'effraction, suggérant que le voleur connaissait bien la maison et avait peut-être une clé ou un accès facile à la propriété.
Dubois passa des heures à examiner la scène du crime, à collecter des empreintes digitales, à analyser les points d'entrée possibles et à interroger les voisins. Mais les preuves matérielles étaient rares, et les témoins n'avaient que des spéculations vagues à offrir. Lors de son enquête, Dubois confisqua plusieurs objets de la maison pour une analyse ultérieure, dont un tiroir en bois où l'argent était gardé et une lampe de poche apparemment manipulée par l'intrus. C'est en organisant ces preuves au commissariat que Lucas, accompagnant sa mère venue signaler un problème mineur avec des voisins, toucha par inadvertance le tiroir confisqué. Ce qui se passa ensuite laissa Dubois remettre en question tout ce qu'il pensait savoir sur les méthodes d'investigation criminelle. Lucas s'écarta immédiatement du tiroir comme s'il avait reçu une décharge électrique. Ses yeux s'écarquillèrent de terreur, et il commença à décrire avec une précision troublante comment le cambriolage avait été commis, incluant l'identité du voleur et l'endroit où les objets volés avaient été cachés. La réaction de Lucas fut si dramatique et spécifique que Dubois soupçonna d'abord que le garçon pouvait être impliqué dans le crime ou avoir obtenu des informations par des moyens conventionnels. Fort de ses décennies d'expérience en interrogatoire, Dubois interrogea Lucas avec prudence, cherchant à comprendre comment un garçon de 12 ans pouvait avoir une connaissance aussi détaillée d'un crime commis aux petites heures du matin la veille. Visiblement bouleversé, Lucas expliqua à travers ses larmes qu'en touchant le tiroir, il avait vu le crime se dérouler comme un film très vif. Il décrivit avec une précision impressionnante comment un jeune homme, vêtu de vêtements sombres et d'un bonnet de laine, était entré par une fenêtre arrière laissée déverrouillée. Il raconta comment il s'était déplacé dans la maison avec une familiarité évidente et où il avait cherché l'argent caché. Plus surprenante encore, Lucas fournit une description physique détaillée du voleur correspondant exactement à Pierre Lambert, un jeune homme de 20 ans ayant travaillé occasionnellement pour la famille Lefebvre pour des réparations, et donc familier avec la maison et les habitudes de la famille. Lorsque Dubois localisa et interrogea Pierre sur la base des informations de Lucas, le jeune homme avoua immédiatement, non seulement le cambriolage, mais aussi l'endroit exact où il avait caché les objets volés, confirmant chaque détail décrit par Lucas. La précision absolue des informations de Lucas, combinée à l'impossibilité qu'il ait obtenu ces informations par des moyens conventionnels, força Dubois à envisager la possibilité qu'il faisait face à un phénomène transcendant sa compréhension des investigations criminelles classiques. Dans les jours qui suivirent la résolution surprenante de l'affaire Lefebvre, Dubois fut confronté à une crise de compréhension, remettant en question toute sa formation et son expérience professionnelle. En tant qu'homme de science et de logique, il se trouva forcé de considérer des explications contraires à tout ce qu'il avait appris en criminologie. Pendant une semaine entière, il chercha des explications rationnelles à la manière dont Lucas avait obtenu des informations aussi précises, envisageant des fuites d'informations, une connaissance préalable du crime, ou même une conspiration élaborée impliquant le garçon et sa famille. Cependant, des enquêtes approfondies éliminèrent toutes ces possibilités. La famille Martin n'avait aucun lien avec la famille Lefebvre ou Pierre Lambert. Lucas était chez lui toute la nuit du crime avec plusieurs témoins, et les informations qu'il avait fournies incluaient des détails que même les victimes ignoraient jusqu'à leur vérification ultérieure. Plus intriguant encore, Dubois découvrit que Lucas avait montré une réticence évidente à toucher le tiroir et avait été sincèrement bouleversé par l'expérience, des comportements incompatibles avec quelqu'un fournissant délibérément des informations fausses ou trompeuses. Face à des preuves qu'il ne pouvait expliquer par des méthodes conventionnelles, Dubois décida de réaliser un test contrôlé pour déterminer si ce qu'il avait observé avec Lucas était un phénomène authentique ou une coïncidence extraordinaire. Il sélectionna une affaire archivée datant de 2 ans, un vol mineur dont l'auteur n'avait jamais été identifié, et présenta à Lucas une montre-bracelet laissée sur la scène du crime par le voleur. Ce qui se passa lorsque Lucas toucha la montre confirma que Dubois faisait face à un phénomène défiant toute sa compréhension antérieure des limites de l'investigation criminelle. Lorsqu'il accepta à contre-cœur de toucher la montre, sa réaction fut encore plus intense qu'avec le tiroir de l'affaire Lefebvre. Ses yeux se fermèrent involontairement, son corps se raidit, et il commença à décrire une séquence d'événements correspondant exactement au crime survenu 2 ans plus tôt, incluant des détails jamais officiellement enregistrés, car personne n'avait été témoin direct du crime. Lucas décrivit comment un adolescent mince avec une cicatrice sur la main gauche avait brisé la vitre d'une épicerie aux petites heures du matin, comment il avait trébuché dans l'obscurité et laissé tomber sa montre, et comment il avait volé de l'argent dans la caisse avant de s'enfuir précipitamment. Plus impressionnant encore, Lucas fournit des détails sur l'apparence physique du voleur et sa manière particulière de marcher, permettant à Dubois d'identifier l'auteur comme Étienne Morel, un jeune homme ayant quitté la ville peu après le crime. Lorsqu'il fut localisé et confronté, Étienne admit sa responsabilité pour le vol et confirma chaque détail décrit par Lucas. La précision de ces révélations, obtenues
en touchant un objet associé au crime des années auparavant, élimina toute possibilité que Lucas ait utilisé des informations obtenues par des moyens conventionnels. Dubois fut forcé d'accepter qu'il était témoin d'une forme de perception extrasensorielle permettant d'accéder à des informations sur des événements passés par contact physique avec des objets présents lors de ces événements. Cette capacité, que Dubois apprendrait plus tard être connue dans la littérature psychologique sous le nom de psychométrie, représentait non seulement un outil d'investigation révolutionnaire, mais aussi un défi fondamental à sa compréhension des limites de la perception humaine et de la connaissance empirique. En travaillant plus systématiquement avec Lucas, en développant des protocoles pour utiliser sa capacité psychométrique de manière contrôlée et éthique, Dubois découvrit que la capacité du garçon suivait des principes spécifiques observables et documentables. Même s'il ne pouvait être expliqué par les théories scientifiques conventionnelles, Lucas semblait plus sensible aux objets exposés à des émotions intenses ou à des événements traumatiques, sa capacité étant plus prononcée lorsque les crimes impliquèrent de la violence, de la peur ou d'autres formes de stress psychologique extrême. La clarté et la précision de ses visions semblaient également liées au temps écoulé depuis l'événement, les crimes récents produisant des révélations plus détaillées et spécifiques que les événements plus anciens. Tout aussi important, Dubois observa que Lucas n'avait aucun contrôle conscient sur ce qu'il voyait pendant ses visions psychométriques, recevant souvent des informations émotionnellement perturbantes ou psychologiquement traumatisantes pour un enfant de son âge. Au cours des sessions, Lucas ressentait parfois non seulement les actions physiques liées au crime, mais aussi les émotions et les intentions des auteurs, créant une forme d'empathie forcée avec des individus dont la mentalité criminelle était profondément troublante. Reconnaissant les effets potentiellement néfastes de ces expériences sur la santé mentale de Lucas, Dubois établit des limites strictes sur l'utilisation de sa capacité, insistant pour que chaque session se déroule en présence de Madame Claire et que Lucas ait toujours la possibilité d'arrêter le processus s'il se sentait mal à l'aise ou dépassé. Durant l'été 1983, la réputation de Lucas commença à se répandre discrètement à travers les réseaux professionnels des forces de l'ordre dans la région, attirant l'attention des gendarmes et enquêteurs, des départements voisins confrontés à des affaires particulièrement complexes. Dubois, conscient du potentiel et des dangers de cette attention, établit des protocoles rigoureux pour contrôler comment et quand les capacités de Lucas seraient utilisées, privilégiant toujours le bien-être du garçon aux considérations d'investigation. La première affaire significative attirant une attention extérieure à Saint-Lucien fut la disparition d'une jeune fille de 16 ans, nommée Élodie Garnier, de la ville voisine de Valmont. Élodie avait disparu après être partie de chez elle pour rejoindre des amis. Malgré des recherches intensives menées par la police locale, aucune trace d'elle n'avait été trouvée après 2 semaines d'investigation. L'inspecteur responsable de l'affaire, désespéré par l'absence d'indices, avait entendu parler des capacités inhabituelles de Lucas et demanda l'aide de Dubois. Après des consultations approfondies avec la famille de Lucas et les autorités compétentes, Dubois accepta de laisser Lucas examiner certains objets personnels d'Élodie fournis par sa famille. Lorsqu'il toucha un bracelet qu'Élodie portait le jour de sa disparition, les visions qu'il expérimenta furent plus intenses et troublantes que tout ce que Dubois avait vu auparavant. Lucas vit Élodie approchée par un homme plus âgé qu'elle connaissait et en qui elle avait confiance, emmenée dans un endroit isolé où elle fut retenue contre sa volonté et finalement assassinée lorsqu'elle tenta de s'échapper. Les informations spécifiques fournies par Lucas sur l'emplacement du corps, incluant des repères géographiques distinctifs et l'apparence physique de l'auteur, permirent aux autorités non seulement de localiser les restes d'Élodie, mais aussi d'identifier et d'arrêter son meurtrier, un enseignant local ayant gagné la confiance de la jeune fille avant de l'attaquer. Le succès spectaculaire dans la résolution de l'affaire Élodie Garnier attira une attention nationale non désirée sur Saint-Lucien et les capacités de Lucas, créant une situation complexe que Dubois avait espéré éviter. Des journalistes de grands médias commencèrent à arriver en ville, cherchant à interviewer Lucas et à obtenir des détails sur le fonctionnement de ses capacités. Alors que des autorités gouvernementales et des universitaires exprimaient leur intérêt pour étudier le phénomène plus systématiquement, Dubois se retrouva dans la position difficile de protéger Lucas de l'exploitation et de l'attention médiatique excessive tout en reconnaissant la valeur potentielle de ses capacités pour résoudre des crimes et rendre justice aux victimes et à leurs familles. La pression s'intensifia lorsque des rapports sur les capacités de Lucas attirèrent l'attention d'organisations gouvernementales à Paris, y compris des éléments de la police nationale, exprimant un intérêt à intégrer Lucas dans des opérations d'investigation à plus grande échelle. Pendant cette période turbulente, Dubois travailla sans relâche pour établir des protocoles légaux et éthiques, protégeant Lucas
tout en permettant une utilisation responsable de ses capacités. Il consulta des psychologues pour enfants, des avocats spécialisés dans les droits des mineurs et même des parapsychologues universitaires pour développer des directives garantissant que Lucas ne soit ni exploité ni blessé par sa capacité unique. Le résultat fut un accord soigneusement élaboré, limitant l'implication de Lucas aux affaires locales d'urgence particulière, toujours sous la supervision stricte de Dubois et avec l'approbation explicite de sa famille, et établissant des fonds éducatifs pour garantir que Lucas puisse poursuivre ses études normales, malgré ses responsabilités occasionnelles d'investigation. Au cours de l'automne 1983, une série d'affaires complexes mit à l'épreuve à la fois les capacités de Lucas et la capacité de Dubois à gérer les dimensions éthiques et pratiques complexes du travail avec un jeune psychométriste. L'affaire la plus significative concerna une série de cambriolages de domiciles ayant terrorisé les communautés rurales autour de Saint-Lucien pendant plusieurs mois. Les cambriolages étaient particulièrement troublants, car l'auteur semblait avoir une connaissance intime des horaires et des habitudes des familles touchées, suggérant qu'il s'agissait de quelqu'un de local utilisant des informations privilégiées pour sélectionner et attaquer ses victimes. Malgré des mois d'investigation conventionnelle, incluant une surveillance extensive et une analyse des schémas, la police n'avait pu identifier le responsable ni prédire où la prochaine attaque aurait lieu. Lorsque Dubois et Lucas examinèrent des objets des scènes de crime, incluant des outils laissés par le cambrioleur et des objets personnels manipulés pendant les vols, Lucas fut capable de fournir des descriptions détaillées, non seulement de l'apparence physique de l'auteur, mais aussi d'aspects spécifiques de sa personnalité et de ses motivations, cruciaux pour son identification. Lucas révéla que le cambrioleur était motivé non seulement par un gain financier, mais par un sens déformé de vengeance contre des familles qu'il percevait comme ayant plus de succès qu'ils ne le méritaient, et qu'il obtenait des informations sur ses victimes grâce à son travail de livreur de gaz propane, lui donnant accès aux maisons et aux routines de nombreuses familles de la région. Ces informations permirent à Dubois d'identifier et d'arrêter Marc Durand, un homme de 30 ans travaillant pour une entreprise de distribution de propane qui, confronté aux preuves spécifiques fournies par Lucas, avoua non seulement les cambriolages connus, mais aussi plusieurs autres non signalés par les victimes. L'hiver 1983 apporta l'affaire qui mit à rude épreuve à la fois les capacités de Lucas et sa résilience émotionnelle, lorsqu'un enfant de 6 ans nommé Théo Lefebvre disparut en jouant dans son jardin un dimanche après-midi. La disparition de Théo mobilisa toute la communauté de Saint-Lucien, avec des centaines de volontaires participant à des recherches intensives pendant plusieurs jours sans trouver d'indices sur la localisation de l'enfant. L'angoisse des parents de Théo, combinée à la pression communautaire pour retrouver l'enfant disparu, créa une atmosphère d'urgence désespérée pesant lourdement sur Dubois et son équipe d'investigation. Lorsque les méthodes de recherche conventionnelles échouèrent après une semaine d'efforts intensifs, Dubois décida à contre-cœur de demander l'aide de Lucas, malgré ses inquiétudes à exposer le garçon à une affaire impliquant un enfant proche de son âge. Lorsqu'il toucha le jouet préféré de Théo, trouvé dans le jardin où l'enfant avait disparu, les visions de Lucas furent particulièrement vives et chargées d'émotions, révélant que Théo avait été enlevé par un homme qu'il avait observé pendant plusieurs jours avant d'agir. Lucas décrivit comment le ravisseur avait attendu une opportunité, lorsque Théo jouait seul, comment il l'avait emmené dans une cabane isolée, dans les collines entourant la ville, et plus crucial encore, que Théo était encore en vie, mais dans un état physique détérioré, en raison d'un manque de soins médicaux appropriés. Les informations spécifiques fournies par Lucas sur l'emplacement de la cabane, incluant des caractéristiques distinctives du paysage environnant et l'apparence du ravisseur, permirent aux autorités de localiser Théo en moins de 24 heures, sauvant la vie de l'enfant et arrêtant son ravisseur. Cependant, l'intensité émotionnelle de cette expérience eut un effet profond sur Lucas, qui commença à montrer des signes de stress psychologique inquiétants, à la fois Dubois et la famille du garçon. Reconnaissant que les expériences psychométriques intenses commençaient à affecter négativement le bien-être psychologique de Lucas, Dubois décida de limiter drastiquement l'implication du garçon dans les enquêtes criminelles et de chercher une aide professionnelle pour l'aider à traiter les expériences traumatisantes absorbées à travers ses visions. Dubois consulta le docteur Michel Laurent, un psychologue pour enfants de Rouen ayant exprimé un intérêt académique pour les phénomènes psychiques, pour développer des stratégies permettant à Lucas de gérer les aspects émotionnellement perturbants de ses capacités. Le docteur Laurent mit en place des sessions de thérapie régulières avec Lucas, axées sur des techniques pour compartimenter les expériences psychométriques et développer des mécanismes d'adaptation permettant au garçon de maintenir sa santé mentale tout en utilisant occasionnellement
ses capacités pour aider dans des enquêtes critiques. Pendant cette période, Dubois mit également en place un système de sélection plus rigoureux pour déterminer quelles affaires justifieraient l'implication de Lucas, la limitant aux situations où des vies étaient en danger immédiat et où les méthodes d'investigation conventionnelles s'étaient révélées inadéquates. Cette approche plus prudente reconnut que, bien que les capacités de Lucas représentaient un outil d'investigation incomparable, le coût psychologique de leur utilisation nécessitait une considération minutieuse et des protections éthiques robustes. L'équilibre entre l'utilisation du don de Lucas pour le bien commun et la protection de sa santé mentale et de son développement normal devint une préoccupation centrale influençant toutes les décisions ultérieures concernant son implication dans le travail d'investigation. Fin 1983 et début 1984, Dubois commença à documenter systématiquement non seulement les affaires spécifiques résolues par Lucas, mais aussi les schémas plus larges, liés au fonctionnement de ses capacités psychométriques. Cette documentation révéla des aspects fascinants de la capacité de Lucas, ayant des implications potentielles, non seulement pour l'investigation criminelle, mais aussi pour une compréhension plus fondamentale de la nature de la perception et de la mémoire humaine. Dubois observa que Lucas était systématiquement plus sensible aux objets exposés à des émotions extrêmes, en particulier la peur, la colère et le désespoir, suggérant que ses capacités psychométriques étaient d'une certaine manière connectées à l'état émotionnel des individus ayant manipulé les objets. Tout aussi intrigante était la découverte que Lucas recevait parfois des informations allant au-delà de l'événement criminel spécifique, incluant des détails sur l'histoire personnelle de l'auteur, ses motivations psychologiques, et même des événements de sa vie ayant contribué à son comportement criminel. Cette capacité à accéder à des informations psychologiques profondes sur les individus en touchant des objets associés à eux souleva des questions fascinantes sur la nature de la conscience individuelle et la possibilité que des aspects de la personnalité et de la mémoire puissent être transférés aux objets physiques par une interaction prolongée ou émotionnellement intense. Dubois nota également que Lucas recevait occasionnellement des impressions sur des événements futurs liés aux affaires qu'il enquêtait, incluant des prédictions sur le comportement ultérieur des auteurs ou la découverte de preuves supplémentaires, bien que ces visions futures fussent moins fréquentes et précises que ces révélations sur les événements passés. L'affaire qui définit à la fois l'apogée et les limites du travail de Lucas en tant que psychométriste d'investigation survint au printemps 1984, lorsqu'une série de meurtres brutaux choqua non seulement Saint-Lucien, mais toute la région normande. 3 jeunes femmes avaient été tuées sur une période de 6 semaines, chacune retrouvée dans des circonstances similaires suggérant qu'un tueur en série opérait dans la région. Les crimes étaient particulièrement troublants, en raison de l'extrême violence impliquée et de l'absence de liens évidents entre les victimes, permettant d'identifier l'auteur ou de prédire ses prochains mouvements. La gendarmerie nationale avait repris l'enquête en raison de la nature sérielle des crimes et de la possibilité que le tueur opère à travers plusieurs juridictions. Mais malgré des ressources d'investigation importantes et une coopération entre diverses agences des forces de l'ordre, aucun progrès substantiel n'avait été réalisé dans l'identification du responsable. Sous une pression extrême des médias nationaux et des communautés terrifiées, les autorités de l'État demandèrent à contre-cœur l'aide de Dubois et Lucas, espérant que les capacités psychométriques du garçon pourraient fournir des indices que les méthodes d'investigation conventionnelles n'avaient pas produits. Lorsque Lucas examina les effets personnels des victimes et les preuves collectées sur les scènes de crime, ses visions furent plus intenses et troublantes que tout ce que Dubois avait vu auparavant. Lucas vit non seulement les meurtres commis avec des détails graphiques le laissant traumatisé pendant des semaines, mais reçut également des impressions profondes sur la psychologie gravement perturbée du tueur, incluant des aspects de son enfance abusive et des développements psychologiques ayant contribué à son comportement meurtrier. Les révélations de Lucas sur le tueur en série fournirent aux autorités un profil psychologique détaillé d'une précision remarquable, incluant des informations sur l'apparence physique de l'auteur, ses schémas comportementaux, et même des détails sur sa résidence et son emploi, permettant de concentrer l'enquête sur un groupe restreint de suspects. Lucas révéla que le tueur était un homme d'environ 40 ans, travaillant dans une profession lui donnant un accès régulier aux jeunes femmes, qu'il avait subi des abus graves pendant son enfance, ayant déformé sa perception des relations avec les femmes, et qu'il intensifiait ses crimes en fréquence et en brutalité à mesure qu'il gagnait en confiance et en satisfaction. Plus crucial encore, Lucas fournit des descriptions spécifiques de la zone où vivait le tueur,
incluant des caractéristiques géographiques distinctives et des détails sur sa résidence permettant aux autorités d'identifier une région spécifique pour une recherche intensive. Grâce à ces informations, les enquêteurs purent identifier et arrêter Julien Fournier, un technicien de maintenance d'équipements médicaux travaillant dans plusieurs hôpitaux et cliniques de la région, ayant développé un schéma de sélection de victimes parmi les patients et le personnel des établissements où il travaillait. Confronté aux preuves spécifiques dérivées des visions de Lucas, Fournier avoua non seulement les 3 meurtres connus, mais aussi la responsabilité de 2 autres homicides survenus dans des villes éloignées, non reliées à la série en raison d'un manque de preuves. La résolution réussie de cette affaire de grande envergure attira une attention nationale encore plus grande sur les capacités de Lucas, mais entraîna également un traumatisme psychologique significatif pour le garçon, exposé à des aspects de la violence humaine et de la dépravation mentale inappropriée pour un enfant. L'impact psychologique de l'affaire du tueur en série sur Lucas fut si sévère que Dubois et le docteur Laurent décidèrent de suspendre indéfiniment toute implication supplémentaire du garçon dans les enquêtes criminelles, privilégiant sa santé mentale et son développement normal aux considérations d'investigation. Lucas commença à souffrir de cauchemars récurrents, d'une anxiété sévère lorsqu'il était exposé à tout ce qui pouvait déclencher ses capacités psychométriques, et d'une réticence générale à interagir socialement, ce qui inquiéta profondément sa famille et ses soignants professionnels. Le docteur Laurent mit en place un programme de thérapie intensif, axé sur l'aide à Lucas pour traiter et compartimenter les expériences traumatisantes absorbées à travers ses visions, utilisant des techniques spécialisées développées pour les enfants exposés à une violence extrême. Pendant cette période de rétablissement, Dubois travailla à protéger Lucas des pressions externes des autorités policières et des médias, toujours intéressés à utiliser ses capacités, établissant un bouclier légal et médical autour du garçon, qui le retira effectivement de toute implication supplémentaire dans le travail d'investigation. Cette décision reflétait une reconnaissance que, bien que les capacités psychométriques de Lucas fussent incontestablement précieuses pour résoudre des crimes et rendre justice aux victimes, le coût personnel pour le garçon était devenu inacceptable et insoutenable. La période de retrait permit également à Dubois de réfléchir aux implications éthiques plus larges de l'utilisation d'enfants avec des capacités psychiques dans les enquêtes criminelles, le conduisant à développer des protocoles plus rigoureux, priorisant le bien-être des jeunes psychométristes sur l'efficacité d'investigation. Au cours des années qui suivirent son retrait du travail d'investigation actif, Lucas se remit progressivement du traumatisme psychologique qu'il avait subi, mais ses capacités psychométriques restèrent intactes, bien qu'il choisit de les éviter consciemment dans des situations pouvant les activer involontairement. Avec le soutien continu du docteur Laurent, Lucas apprit des techniques pour contrôler et filtrer ses impressions psychométriques, lui permettant de fonctionner normalement dans la plupart des situations sociales, sans être submergé par des informations non désirées sur les objets et les personnes autour de lui. Il poursuivit ses études régulières, montrant une aptitude particulière pour les matières ne nécessitant pas de contact physique extensif avec des matériaux pouvant porter des impressions émotionnelles fortes, et exprima finalement un intérêt pour des carrières lui permettant d'aider les autres, sans s'exposer aux aspects les plus sombres de la nature humaine. Dubois maintint un contact régulier avec Lucas et sa famille, servant non seulement de figure paternelle de substitution, mais aussi de protecteur, veillant à ce que le garçon ne soit pas pressuré par des autorités externes intéressées à exploiter ses capacités. Lors de conversations occasionnelles, Lucas exprimait parfois des sentiments complexes sur ses expériences, reconnaissant à la fois la valeur d'avoir aidé à résoudre des crimes importants et à rendre justice aux victimes, ainsi que le coût personnel que ces expériences lui avaient imposé. Cette ambivalence reflétait la nature fondamentale du dilemme éthique présenté par ses capacités, le potentiel énorme pour le bien qu'elles pouvaient produire, équilibré par les risques significatifs pour son propre bien-être et son développement normal. Les implications plus larges du travail de Lucas en tant que psychométriste d'investigation s'étendirent bien au-delà des affaires spécifiques qu'il avait aidé à résoudre, influençant les discussions académiques et professionnelles sur les limites de l'investigation criminelle et le rôle potentiel des capacités psychiques dans les forces de l'ordre. Dubois documenta méticuleusement tous les aspects du travail avec Lucas, créant un dossier fournissant des données précieuses pour les chercheurs intéressés par les phénomènes psychiques et leurs applications pratiques. Ce dossier incluait non seulement les détails des affaires spécifiques et la précision des révélations de Lucas, mais aussi des observations sur les schémas opérationnels de ses capacités, les facteurs semblant influencer leur précision et leur intensité, et les effets psychologiques du travail d'investigation sur le garçon. Des chercheurs de diverses universités exprimèrent leur intérêt pour l'étude du cas de Lucas comme un exemple rare de capacité psychométrique documentée
opérant dans un contexte d'investigation contrôlée, mais Dubois maintint des protocoles rigoureux pour protéger la vie privée et le bien-être de Lucas, ne permettant que des recherches limitées, ne nécessitant pas d'interaction directe avec le garçon. Les données collectées contribuèrent à une compréhension croissante des mécanismes potentiels sous-jacents aux capacités psychométriques et des facteurs éthiques à considérer lors de leur utilisation dans des contextes pratiques. Le cas de Lucas influença également le développement de lignes directrices professionnelles pour l'utilisation éthique des consultants psychiques dans les enquêtes criminelles, établissant des précédents priorisant le bien-être des individus ayant des capacités psychiques sur les considérations d'investigation. La communauté de Saint-Lucien fut profondément impactée par les expériences avec Lucas, développant une compréhension plus nuancée du potentiel et des limites des capacités psychiques. De nombreux résidents, qui avaient initialement vu Lucas comme une curiosité ou avec scepticisme, en vinrent à le respecter comme quelqu'un ayant fait des sacrifices personnels significatifs pour aider sa communauté et rendre justice aux victimes de crimes. Ce changement de perception publique reflétait une évolution plus large dans la compréhension sociale des phénomènes psychiques, passant du rejet ou du sensationnalisme à une appréciation plus mature des aspects complexes et souvent problématiques de ces capacités. L'expérience souligna également l'importance de systèmes de soutien robustes pour les individus ayant des capacités psychiques, démontrant que sans soins appropriés et protection éthique, même les capacités les plus bénéfiques peuvent entraîner des dommages significatifs pour ceux qui les possèdent. Dubois continua à plaider pour des approches éthiques de l'utilisation des capacités psychiques dans les enquêtes criminelles, consultant fréquemment d'autres agences policières envisageant de travailler avec des consultants psychiques et soulignant toujours la nécessité de prioriser le bien-être des individus psychiques sur l'efficacité d'investigation. Au fil des années suivant les événements dramatiques de la fin des années 1980, Dubois réfléchit souvent aux implications plus profondes de ses expériences avec Lucas, reconnaissant qu'elles avaient fondamentalement modifié sa compréhension de la nature de l'investigation criminelle et des mystères plus profonds de la conscience humaine. Ces expériences avaient démontré qu'il existait des formes de connaissance et de perception transcendant les limites de la science conventionnelle, mais avaient également mis en lumière les dangers potentiels d'explorer ces capacités sans une considération adéquate des coûts humains impliqués. Dubois devint un fervent défenseur de la nécessité d'une recherche éthique et responsable sur les phénomènes psychiques, arguant que, bien que de telles capacités puissent offrir des avantages significatifs à la société, elles nécessitaient également des protocoles rigoureux pour protéger ceux qui les possèdent de l'exploitation et des dommages. Il développa une philosophie équilibrant l'ouverture aux possibilités transcendant la compréhension scientifique actuelle, avec un engagement inébranlable envers les protections éthiques et le bien-être des individus impliqués. Cette approche influença non seulement son propre travail ultérieur, mais établit également des précédents continuant à guider d'autres professionnels intéressés par les applications pratiques des capacités psychiques. Lucas, désormais jeune adulte, réfléchit occasionnellement à ses expériences extraordinaires en tant que psychométriste enfant, reconnaissant à la fois les aspects positifs et les coûts personnels de ses capacités uniques. Bien qu'il ait choisi d'éviter tout retour au travail d'investigation, il a développé une carrière en tant que conseiller, utilisant ses idées sur la nature humaine et le traumatisme pour soutenir les individus ayant vécu des difficultés similaires à celles qu'il a absorbées à travers ses visions psychométriques. Ses capacités psychométriques restent intactes, mais il a appris à les contrôler de manière à fonctionner normalement, sans être submergé par des impressions non désirées. Occasionnellement, il utilise encore ses capacités de manière limitée pour aider dans des situations où des personnes disparues doivent être localisées, ou où des informations critiques sont nécessaires pour prévenir des dommages, mais toujours dans des conditions soigneusement contrôlées et avec un soutien psychologique approprié. Son histoire sert de puissant rappel que des capacités extraordinaires s'accompagnent souvent de coûts personnels significatifs et que la société a la responsabilité de protéger ceux qui possèdent de telles capacités de l'exploitation, tout en permettant leur utilisation pour le bien commun lorsque cela est approprié. L'héritage du travail de Lucas en tant que psychométriste d'investigation continue d'influencer les discussions sur le rôle potentiel des capacités psychiques dans les forces de l'ordre et la résolution de crimes. Son cas reste l'un des exemples les mieux documentés de capacités psychométriques utilisées systématiquement dans les enquêtes criminelles, fournissant des données précieuses pour les chercheurs intéressés à comprendre les mécanismes sous-jacents à ces
phénomène. Les questions éthiques soulevées par ces expériences restent pertinentes à mesure que de nouvelles technologies et méthodologies élargissent les possibilités d'accès à l'information par des moyens non conventionnels. L'équilibre entre l'utilisation de capacités potentiellement précieuses pour le bénéfice de la société et la protection des individus qui possèdent ces capacités contre les dommages reste un défi complexe, nécessitant une attention et une considération continues. L'histoire de Lucas nous rappelle que derrière chaque capacité extraordinaire se trouve un être humain méritant respect, protection et l'opportunité de vivre une vie normale et épanouissante, quels que soient les dons uniques qu'il peut posséder. Cette histoire extraordinaire montre que les limites de la perception humaine peuvent être bien plus vastes que ce que notre science actuelle peut expliquer, et que certaines personnes possèdent des capacités transcendant notre compréhension conventionnelle de la manière dont la connaissance peut être acquise. Le cas du garçon qui révélait les crimes par un simple toucher nous force à considérer des possibilités fascinantes sur la nature de la conscience et de la mémoire, tout en nous rappelant l'importance cruciale de protéger ceux ayant des capacités extraordinaires de l'exploitation et des dommages. Plus important encore, elle démontre que le véritable héroïsme implique parfois de reconnaître quand le coût personnel de l'utilisation d'une capacité devient trop grand et que protéger le bien-être d'un individu est plus important que d'atteindre un succès d'investigation, aussi précieux que ces réalisations puissent être pour la société.